7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis, Bonjour, comment allez-vous ? très bien et vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, on parle de Macron qui s'est rendu en Allemagne. Alors, on connaissait mal le but de ce voyage. En tout cas, moi, je ne l'ai pas très bien compris. Mais une fois sur place, en tout cas, on a compris que sa priorité, c'était la lutte contre l'extrême droite française, il me semble. Oui, alors le but du voyage, c'était quand même le premier voyage officiel du président français avec un président allemand depuis 2000, puisque certes Emmanuel Macron rencontre Olaf Scholz, mais pour ce qui est des institutions, c'était pas la même chose. Et clairement, ce voyage qui arrive à quelques semaines du scrutin européen était un meeting de campagne sans aficionados, sans personne, loin de la France, avec Emmanuel Macron qui en a profité comme d'habitude pour critiquer le peuple français et le fait que aujourd'hui les sondages donnent gagnant le Rassemblement national pour le scrutin du 9 mai. Alors la démocratie, pour Emmanuel Macron, on l'a compris, tout va bien quand tout le monde est d'accord avec lui, mais dès que une majeure partie des Français ne sont plus d'accord avec lui, alors c'est plus la démocratie, c'est la démocratie en danger. Or, il n'est pas question de danger, il est question d'expression d'un vote populaire. Et jusqu'à présent, eh bien, la tendance n'a pas changé. Loin devant toutes les autres listes, le Rassemblement national risque de remporter haut la main le scrutin du 9 juin avec un programme qui n'est pas particulièrement anti-européen, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron et ce qu'essaye de mettre en place la majorité, c'est-à-dire un débat totalement phagocyté entre la majorité d'un côté et puis le Rassemblement national de l'autre, en essayant de faire croire qu'il n'y aurait pas d'autre parti à ces élections européennes. Donc voilà, c'est un peu la limite de cet exercice, d'ailleurs critiqué par François-Xavier Bellamy et d'autres candidats aux européennes qui ont dit que ce n'était pas comme ça que se faisait cette élection. Je rappelle qu'il y a 38 listes, dont des listes souverainistes qui prônent la sortie des institutions de l'Union européenne, qui ne sont jamais évoquées sur les médias mainstream. Donc c'est extrêmement important de le rappeler parce que finalement ce scrutin, c'est une sorte de scrutin à mi-mandat qui n'existe plus avec les réformes successives de la Ve République et qui permet aux Français d'exprimer leur désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron depuis le début de son second quinquennat. Vous parliez de ce voyage qui a tout l'air d'un meeting de campagne. Alors, on est quand même étonné puisque Emmanuel Macron n'est pas du tout tête de liste pour son parti. Et pourtant, il va même jusqu'à laisser entendre qu'il aimerait débattre avec Marine Le Pen, justement, sur ce sujet des européennes. Alors, on a du mal à comprendre. Il a l'air un petit peu frustré de ne pas participer à ces élections. Je crois qu'il est très conscient de la faiblesse de sa candidate. D'ailleurs, c'est à se demander si elle n'a pas été choisie pour cette faiblesse, comme l'avait été Nathalie Loiseau à l'époque, décidément. Ou alors, c'est vraiment le pire DRH du monde, on peut le dire. Mais clairement, c'est Gabriel Attal qui monte au front et qui organise un débat avec Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national. Et là, ce serait Emmanuel Macron qui en est réduit à demander, à quémander un débat avec Marine Le Pen pour dire oui, c'est important, c'est moi le rempart contre l'extrême droite. Marine Le Pen qui a répondu d'ailleurs en disant qu'on ne la siffle pas et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle a tout à fait raison. Ça montre le désarroi de ce parti Renaissance, Renew, les Marcheurs, enfin on ne sait plus comment ça s'appelle, le parti d'Emmanuel Macron qui n'existera plus après lui, en fait, ce centre qui s'accroche aux valeurs européennes, entre guillemets, à la guerre en Ukraine, qui est le seul argument de campagne, la vaccination de masse, le plan de relance européen qui est une dette abyssale. Ils n'ont que très peu d'arguments en réalité pour essayer de sauver ce qu'ils prétendent être une chance. Et puis surtout, là où moi je leur en veux, c'est que Emmanuel Macron, tout comme les gens de son camp, cache le projet fédéraliste qu'il porte en réalité, c'est-à-dire faire des institutions européennes un proto-État, mais des instances qui vont avoir davantage de prérogatives, de plus en plus de prérogatives qui étaient autrefois celles de l'État, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la diplomatie. Et ça, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, il faut souligner que lors de son passage à Dresde, lors de cette visite d'État, Emmanuel Macron a non seulement été reçu par le président allemand, mais Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, allemande également, était là pour l'accueillir. Donc il y a depuis toujours dans ce couple franco-allemand une soumission française finalement à cette Allemagne toute puissance qu'il faudrait cajoler, où l'Europe a été une sorte de cocon pour éviter
qu'à nouveau l'Allemagne ne sombre dans le nazisme. On est vraiment là dans ce qui se fait de pire en réalité, un moteur franco-allemand qui ne fonctionne qu'à deux temps. Un coup, c'est la France qui va bien, un coup, c'est l'Allemagne. Des pays qui sont concurrents en réalité, de nombreux projets dans le domaine de la défense, mais aussi dans le domaine des télécoms qui ont été arrêtés parce que parfois le partenaire allemand jugeait que la France allait sans doute trop gagner. Prenons aussi l'Italie qui avait refusé que Engie ou je ne sais plus quelle entreprise française rachète des entreprises italiennes en disant que ça allait fausser la concurrence. Donc dès qu'on veut faire des fusions, dès qu'on rentre dans le concret du domaine économique, eh bien tout ce blabla sur nos valeurs, sur le moteur franco-allemand, sur etc. ne tient pas. Il y a au cœur du projet européen à la fois ce fédéralisme qui ne dit pas son nom et puis une concurrence imposée aussi par les traités. On parle souvent des ambitions européennes d'Emmanuel Macron. Certains de nos invités vont même jusqu'à expliquer qu'il n'a que peu d'intérêt pour la France puisque ce qu'il vise, c'est l'Union européenne. Est-ce que ces élections pourraient venir contrecarrer ces ambitions ou est-ce que Emmanuel Macron va trouver un moyen de sauter au-dessus de l'obstacle ? Je pense qu'il peut tout à fait sauter au-dessus de l'obstacle. D'ailleurs, il y a quelque chose qui va lui permettre de le faire. C'est à la fois les célébrations du débarquement et puis également les Jeux Olympiques. Donc, peu importe le résultat, Emmanuel Macron va prendre la balle au bond et dégager en touche en disant allez, il est temps de repartir sur la scène internationale. La France, c'est la fête. Le sport, c'est la joie. Passons à autre chose et puis exfiltrons ce qu'il y a à exfiltrer au Parlement européen. Sachant que la vraie question, évidemment, c'est qui pour la succession d'Emmanuel Macron en 2027 ? Alors, il est clairement, selon les institutions, fait état que lui ne pourra pas se représenter, sauf s'il décide, par exemple, de déclarer la guerre et de faire comme Volodymyr Zelensky, dont le terme en tant que président de l'Ukraine a pris fin, mais qui reste président parce que c'est la guerre. Alors pourquoi pas ? Emmanuel Macron pourrait se dire, tiens, voilà une bonne solution. Que va-t-il faire après les élections européennes ? Certains parlent d'une dissolution si la défaite est trop flagrante pour la liste Renaissance. Pourquoi ferait-il ça ? Il garde une majorité de coalition qui lui permet de passer encore quelques réformes. Parlons de la réforme de l'assurance chômage qui va mettre sans doute les syndicats dans la rue à la rentrée et peut-être même avant. Donc, je ne vois pas comment il pourrait faire. Et puis, la question qui taraude toutes les rédactions et tous les commentateurs politiques, c'est qui pour succéder à Emmanuel Macron ? Entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Bref, ils sont trop nombreux pour les citer ce matin. Mais on voit bien qu'il y a un problème d'héritage d'ailleurs, parce que le bilan d'Emmanuel Macron jusqu'à présent n'est pas formidable. Et puis ensuite, de suite, au-delà de sa personne qui a incarné ce mouvement et puis tout ce qu'il a dans cette pratique verticale du pouvoir, fait qu'il n'a pas désigné en réalité qui pourrait prendre la suite d'un mouvement qui pourrait mourir après lui. Et ce sera une course au successeur assez intéressante à suivre. Vous ne croyez pas à l'hypothèse selon laquelle Emmanuel Macron pourrait aussi choisir de changer la Constitution pour se représenter une troisième fois Il ou pourrait, mais je pense qu'il mandat aurait affaire quand même à des oppositions politiques qui, j'espère, éviteraient ce genre de scénario. Mais il peut tout faire. Une chose qu'on a appris avec Emmanuel Macron depuis ces nombreuses années, c'est qu'il n'a aucune limite. Donc il peut absolument tout faire. Vous parliez du choix de Valérie Hayé en sous-entendant aussi qu'elle avait peut-être été choisie pour, sinon sa médiocrité, au moins sa transparence. Oui. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu ce sous-entendu ? Oui, mais c'est pas un sous-entendu, c'est-à-dire que clairement, devant la défaite annoncée de la liste Renaissance, personne ne voulait endosser en réalité cette Bérésina. Donc il fallait trouver quelqu'un qui était déjà au sein du Parlement européen, qui avait peu à perdre, puisqu'elle va renouveler son mandat et qu'elle est reconnue par ses pairs au sein de cette institution, et porter une liste qui va doucement perdre, avec la question quand même, est-ce qu'elle va être derrière la liste de Raphaël Glucksmann qui monte dans les sondages ou devant, à quelques points près, puisque Raphaël Glucksmann est en train de chasser sur les terres d'Emmanuel Macron, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur aussi certains points du programme d'Emmanuel Macron, finalement. D'ailleurs, au début de la campagne, rappelez-vous, Valérie Hayé, qui ne pensait pas être aussi médiocre dans les sondages, tapait sur Raphaël Glucksmann en disant que elle et lui, c'était à peu près la même chose au Parlement européen, qu'ils votaient à 90%, 99% les mêmes choses.
le ton a changé depuis, mais on voit bien que le choix de cette candidate, c'est le choix de la défaite. C'est de dire, il ne faut pas choisir quelqu'un d'emblématique qui, de toute façon, ne sauvera pas les meubles. Les jeux sont faits, en réalité, sur ces élections européennes. L'abstention sera déjà numéro un, comme à chaque élection européenne. Et puis ensuite, rien n'arrêtera le score du Rassemblement national. La seule question, c'est est-ce que Renaissance sera derrière la liste emmenée par Raphaël Glucksmann, et puis après les autres questions, bien sûr, sur les autres listes, mais il n'y a réellement aucun enjeu. Je rappelle que le Parlement européen, c'est 81 députés français qui vont être au sein de groupes internationaux pour ensuite faire très peu de lois. Voilà. Bon, subsistent quand même toutes ces questions justement sur le placement de la liste Renaissance dans les résultats, et on ne manquera pas de vous questionner pour avoir votre analyse une fois que les résultats seront sortis. Merci beaucoup Alexis Poulain d'avoir été parmi nous, et puis on vous retrouve la semaine prochaine.